Et bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Pierre IV du Portugal, mais vraiment personne ne le connaît sous ce titre. Il y restera dans l'histoire sous le nom de Pedro II, empereur du Brésil. Pedro est clairement un gars gentil mais avec un gros défaut, un nom beaucoup trop long. Mais avant de vous parler de Pedro, j'avais parlé de Tom Arias qui a sorti un nouvel album récemment, je vous en reparle en fin de vidéo. Donc pour le petit contexte, avec notre cher Napoléon, le roi du Portugal parvient au Brésil pendant que son pays se fait souiller. Normal puisque le bougre ne voulait pas faire le blocus à l'Angleterre. Mais le truc inhabituel, c'est qu'à la libération de son pays, le roi n'est pas revenu. Mais on y reviendra assez vite. Donc Pedro naît en 1825, à Rio de Janeiro, capitale de l'Empire brésilien. Mais à l'époque c'est pas ouf. Déjà il n'y a pas la statue du Christ Rédempteur, qui est quand même l'emblème de la ville, et bien stylé, on envie les Brésiliens pour ça. Et surtout, le Brésil est clairement un pays sous-développé avec de mauvaises infrastructures, des esclaves, des autochtones belliqueux, des indépendantistes influents et globalement toutes les monarchies européennes qui veulent le retour du roi au Portugal. Donc déjà il n'est pas dans une situation incroyable, mais ça va empirer. Sa mère meurt quand il a 1 an, juste après avoir donné naissance à un enfant mort-né. Ensuite, à cause de l'absence du roi au Portugal, les Portugais se sentent abandonnés, un vent de révolte souffle sur le Portugal. Du coup, son père se la malle et lui donne les clés du Brésil quand il a 6 ans. Et bien sûr, il prend sa belle-mère dans ses bagages, donc il est vraiment tout seul. Et il va être donné à sa tutrice, qu'il va prendre pour sa mère. Et puis, il a quand même des responsabilités phénoménales. D'ailleurs, certains veulent sa mort, donc vraiment tout va pour le mieux. Mais heureusement, tout le monde est conscient de la situation. Du coup, le Pedro il étudie environ 14 heures par jour. Là, on peut vraiment parler de détermination. Mais pour socialiser, c'est évidemment très compliqué. Même avec ses sœurs, il est trop occupé. Ce qui fait de lui un timide, voire même un asocial. Mais pendant qu'il étudie, le Brésil évolue. Et le jeune Pedro voit son pays tourner à l'anarchie. Du coup, en 1835, on se dit qu'il pourrait peut-être être couronné en avance. Et en 1841, il a les rênes du pouvoir, il a alors 16 ans. Maintenant que le boss est en passe, le pays se calme. Surtout qu'il va inspecter les services gouvernementaux. Mais il reste associable, ce qui exaspère les Brésiliens qui ne peuvent pas vraiment avoir de belles conversations avec lui. Pour le décoincer et surtout pour le manipuler, la faction des courtisans, qui sont alors très influents, décide de le marier. Et il le marie avec une princesse des deux Siciles. Pedro n'a qu'une peinture, mais il accepte. Mais la réalité aurait été très décevante. Il aurait même pleuré et dit à sa mère d'adoption « ils m'ont trompé ». Il aurait aussi remis en question la décision de se marier. Mais la raison l'emporte, il se marie le lendemain de l'arrivée de sa fiancée. Il a alors 18 ans. Ces événements le forgent, il devient un homme sûr de lui et indépendant. Du haut de ses 1m90, c'est un homme charismatique qui est aimé du peuple. Cela lui sera très utile, puisqu'en 1848, éclatent plusieurs conflits liés au commerce illégal d'esclaves. Les rebelles étant soutenus par l'Argentine, une guerre ouverte s'ouvre entre les deux pays en 1850. 2 ans plus tard, la guerre est terminée et le pays est pacifié. Le commerce d'esclaves est officiellement terminé. Grâce à ces actes, à 27 ans, il stabilisera le pays. Il sera reconnu par les monarchies européennes comme un pays avec les mêmes valeurs qu'elles. Le Brésil est à ce moment-là une anomalie, puisqu'en Amérique du Sud, les autres pays sont perçus comme des dictatures instables. Grâce à cette stabilité, le Brésil pourra investir dans ses infrastructures, notamment le chemin de fer, le télégraphe, ainsi que les voies navigables. Pedro II, alors reconnu comme un grand homme, à l'image d'un arbitre d'un juge. On peut comparer cette image avec celle de Saint-Louis en France. Malgré ses études, il se consacre à la culture et aux sciences. Il étudie ainsi de nombreuses matières, comme beaucoup d'intellectuels de l'époque. Mais du coup, il va pouvoir dialoguer avec de nombreux autres intellectuels, tels que Nietzsche, Victor Hugo, Wagner, Pasteur, Granvelle et bien d'autres. Soucieux de transmettre ce savoir, il transforme les institutions brésiliennes et fonde notamment un opéra et l'Institut national historique et géographique brésilien, encore en service de nous. Ces réformes verront naître un sentiment d'identité nationale au Brésil, sentiment qui poussera les Brésiliens à vouloir leur indépendance du Portugal. En 1861, une guerre maritime débute entre la Grande-Bretagne et le Brésil. Le Brésil se montre un adversaire plutôt coriace. Un arbitrage alors proposé par la Grande-Bretagne, ce qui marquera une trêve fragile. En 1864, une guerre civile débute en Uruguay, les Brésiliens interviennent et en 3 mois sont victorieux.
Dans le même temps, le Paraguay envahit une partie du Brésil et de l'Argentine. Pedro, qui sait sa présence précieuse et qui connaît l'incompétence de ses généraux, décide d'aller au front pendant les opérations en main. Il contraint une armée paraguayenne à se rendre. Les Britanniques, impressionnés par l'armée brésilienne, présenteront publiquement des excuses. Pedro nouera alors une relation amicale avec eux. Mais les armées paraguayennes tiendront jusqu'en 1870, ce qui contraindra Pedro à être sur le front et à donner toute son énergie à cette guerre. Le Brésil aura perdu dans cette guerre 50 000 soldats, et l'équivalent de 11 fois le budget annuel. Pour l'anecdote, Pedro refuse qu'on fasse une statue de lui, prend l'argent et construit des écoles avec. Le Brésil connaît alors son âge d'or. Ce pays, qui était autrefois considéré comme un pays sous-développé, commence à concurrencer des royaumes européens. Depuis le début de son règne, la part d'esclaves est passée de 30 à 15% et le roi veut progressivement y mettre fin. Mais c'est pas vraiment très populaire au Brésil. On dit que cette politique est un suicide national. En 1871, il arrive à libérer les futurs enfants nés de parents esclaves. Malgré cela, le Brésil continue de se développer, ce qui contredit la thèse du suicide national. Les jeunes Brésiliens oublient peu à peu les acquis permis par Pedro et remettent en doute la période d'instabilité qu'a connue le pays avant son couronnement. Le rôle de l'empereur est alors questionné, surtout que l'empereur lui-même ne défend pas le régime impérial. En 1880, Pedro, âgé de 55 ans, est gravement malade. Sans hôpital compétent, il quitte le pays et le laisse aux mains de son unique descendant, sa fille Isabelle. 8 ans plus tard, il revient au Brésil sous les encouragements de la foule. Cependant, cela n'est qu'une façade. Les républicains, soutenus par de grandes familles brésiliennes, sont contre son retour. Les grandes familles ayant perdu leurs esclaves veulent d'un pouvoir plus populaire. Malgré les aides de l'État, une rébellion éclate et un coup d'État est réalisé en 1889 imposant la République. Malgré la possibilité de Pedro de contre-attaquer, il préfère ne rien faire et prendre sa retraite. Il part 2 jours après la proclamation de la République, refusant l'aide financière que le gouvernement lui propose et s'exile en Europe. Sans chef sur place, les monarchistes ne réussiront pas à s'organiser et à reprendre le pouvoir. Ils se firent littéralement marcher dessus. Toute personne suspectée d'être monarchiste est alors lourdement réprimée. Et pendant ce temps, Pedro y vit à Paris, où il aurait rencontré certaines personnes avec qui il dialoguait depuis des années. Malheureusement, 2 ans plus tard, il décède d'une suite d'une pneumonie due au climat froid de Paris. Ses derniers mots étant « Que Dieu m'accorde ses derniers souhaits, paix et prospérité pour le Brésil ». Il eut droit à des obsèques nationales en France et de grandes figures de l'aristocratie européenne furent présentes. Pendant que dans son pays, toute manifestation officielle fut interdite. Aujourd'hui, il est perçu comme le père du peuple brésilien. En 1921, la dépouille de Pedro est restituée au Brésil. Il eut droit aux honneurs dus à un chef d'État et la date de son retour a été déclarée jour férié. Avec le retour de Pedro II et les 100 ans de l'indépendance du Brésil, le Christ Rédempteur a été construit. On peut donc dire que l'image de Pedro plane encore sur son ancienne capitale. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Comme promis en début de vidéo, je vous reparle de Tom Arias qui a sorti son nouvel album le 10 juillet dernier. Je vous propose de l'écouter, mais avant, abonnez-vous. Petite fourmi que je suis, dans cette infinie galerie, j'ai souvent l'impression de me perdre dans ces lacets. Fourmi dans un monde de folie, ne trouve plus ce qui lui en est. Fourmi ne voit plus d'étoiles dans la nuit. Petite fourmi poursuit sa marche de plus belle dans ces petits moments embellis que nous offre la vie. C'est là que petite fourmi devient colibri. Et au soir d'une lune nouvelle, l'allée empruntée devient plus belle. Fourmi dans un monde de folie, ne trouve plus ce qui lui en est. Fourmi ne voit plus d'étoiles dans la nuit. Petite fourmi poursuit sa marche de plus belle